de découverte de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Ouvrons le premier livre du soir. Il s'agit d'une poésie, La destinée d'un baobab lion, un livre de Stéphane-Éric Ntolo-Zorbor, né le 23 octobre 1999 au sud Cameroun, dans un village dénommé Atonvin, département de l'Anvila, arrondissement de Mengong. L'auteur est anthropologue et littéraire, un domaine où il poursuit encore ses études à l'université de Yaoundé 1, co-auteur de plus d'une anthologie, auteur, écrivain, poète, androiditiste. Il est avec nous. Le point littéraire, l'entretien. Stéphane-Éric, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques Foucault. On est tout de suite frappé par votre jeunesse. Vous êtes né en 99 et vous vous intéressez aux activités entre parenthèses des vieux. Pourquoi le livre intéresse un jeune de votre âge? J'avoue que la lecture a toujours été ma passion depuis tout petit. Et je me souviens quand j'avais 5 ans, je prenais toujours des petits bouquins de mon grand-père parce que j'avais un grand-père qui aimait aussi la lecture, oui. Mais il était frappé par le coup qui n'a pas poussé avec les études. Ça qui faisait qu'il aimait tellement la lecture et j'ai été passionné par cette manière de faire de lui. Oui. Et c'est comme ça que j'ai cultivé la lecture en moi. Oui. Vous essayez de rendre, du moins, peut-être l'amour ou l'attachement qu'avait votre grand-père a finalement été reflété à travers vous. Oui. Le fait que mon grand-père était beaucoup attaché à la lecture, a suscité, autant pour moi, suscité de l'amour de la lecture à moi. Pourquoi anthropologue? Vous cherchez à aller découvrir tous les mystères autour du vécu des hommes? Bon, je serais vraiment très réaliste et très direct. J'avoue qu'au départ, lorsque j'ai eu mon baccalauréat en 2020, j'étais vraiment pas orienté et je suis tombé une fois sur le guide d'étudiants d'un de mes amis, Stellan Daniel Mbalaela, auteur écrivain androiditiste. Et puis j'ai vu des sciences humaines qui étaient subdivisées en fait. J'ai vu sociologie, j'ai vu psychologie, oui. Anthropologie. Du coup, j'ai été un peu ému de découvrir, parce que je n'avais jamais entendu parler de l'anthropologie. J'ai dit, je vais un peu découvrir. Ce qui fait que, au départ, je me suis préinscrit en anthropologie et puis j'ai commencé avec les cours. Mais je faisais les cours, j'étais un peu perdu. C'est avec le temps que j'ai commencé vraiment à m'adapter et aujourd'hui je suis vraiment fier d'être anthropologue parce que avec l'anthropologie j'ai la main mise sur presque tout. Parce que l'anthropologie qui est d'abord la science de l'homme en général me permet d'étudier l'homme dans sa globalité. L'amour pour la lecture, pour l'écriture finalement est resté à partir de quel moment où vous dites ce que j'écris peut devenir un recueil de poèmes? Bon, j'avoue que mon premier poème, je l'ai écrit en 2020. J'étais en classe de terminale. J'ai griffonné un texte comme ça. Et puis, je l'ai présenté à Stellan Daniel qui avait déjà publié son tout premier livre Communauté spéciale. Et puis, c'est lui qui me dit, mais mon cher ami, tu as du talent et puis tu peux continuer ainsi. C'est comme ça que ça m'a beaucoup galvanisé
Et c'est où j'ai commencé à écrire des textes. Le premier texte avait pour titre, on s'en souvient encore aujourd'hui. Ouais, le premier texte, effectivement, c'est ça qui fait également le premier texte de mon premier ouvrage, qui est La destinée de Baobab Lion, au titre de Le Doux Ciel. Ça, c'est un texte que j'ai écrit à ma maman, celle qui m'a donné naissance. Donc, c'est comme ça, c'était mon premier texte. J'ai dit, ce texte-là va faire partie du premier texte de mon livre. Parce que lorsque j'ai écrit ce livre, je n'avais pas pour idée de mettre ce texte. Mais je me suis dit, cette maman, c'est elle qui a fait de moi ce que je suis. Et puis, pour une reconnaissance... Il fallait d'abord dire merci à la maman. Ouais. Et il y a également un texte de prévu pour papa? Bon, ou pas encore? Pas encore généralement, pour les le parents, moment. je vais dire, le père est souvent oublié. Bon, généralement, nous pouvons le dire ainsi. Et je sais vraiment pas comment le qualifier, mais ça fait partie de l'homme en fait. Ce que j'ai constaté généralement, c'est que le papa est plus oublié par l'enfant garçon. Vous voyez? Parce que la fille est beaucoup plus attachée à son papa. Oui. C'est un constat que j'ai eu à faire. Et le garçon est plus attaché à sa maman. C'est ça qui a fait que... Parce que le garçon, sa maman est toujours là à le tirer, genre des petits compliments. Et puis, c'est ça qui fait que le papa un peu moins. Alors, La destinée d'un Baobab Lion. On veut bien comprendre le titre de ce recueil de poésie. Bon, là, j'avoue qu'au départ, le titre de ce recueil de poèmes n'était pas La destinée d'un Baobab Lion. Le titre initial de ce recueil de poèmes était La clé des réussites de l'homme et de sa société. Bon, ce qui fait que lorsque je m'inscris dans l'androïditisme, j'écris mon premier texte. Et puis j'aime vraiment la nature, j'aime la végétation. C'est ça qui fait que j'utilise plus les images dans mes écrits. Et je me suis dit, lorsque je parle je parle de clés, pourquoi ne pas utiliser un terme un peu plus évocateur que l'autre, que clé. J'ai donc décidé d'utiliser destinée. Et pour ce qui est de lion et de baobab, je me suis dit, comme je parle de ma société, et puis pour que la société se développe, il faudrait qu'elle passe d'abord par le développement de l'homme. Donc si l'homme est développé, forcément, sa société sera également développée. Oui, d'où je prends donc le meilleur être des animaux que nous appelons le lion, parce que nous savons tous que le lion est le roi de la forêt en fait. Donc j'ai pris ce lion-là comme étant cette personne-là qui est déjà développée ou bien qui essaie de se développer. Et maintenant, ce lion vit dans une forêt et c'est cette forêt que j'appelle ma société. Donc j'ai fait donc ce que j'appelle le végétativisme androïditiste. Le végétativisme, hein? Vous avez dit végétativisme? Oui, végétativisme androïditiste. Alors, je veux bien comprendre. C'est-à-dire la relation qu'il y a entre votre poème, vous et la nature. Parce qu'on voit bien qu'il y a un rapprochement net avec vos écrits et la nature. J'avoue que la question n'est pas dûment cernée. Alors, je vais préciser. Quel est le rôle que finalement joue la nature dans vos écrits? Parce que la nature semble être présente dans l'ensemble de vos écrits. Bien. La nature joue énormément dans mes écrits. Et ceci du fait que je suis androïditiste. Et l'androïditisme fait avec ce que nous appelons le contextualisme. Ce qui fait que je vis dans une société, je vis dans un environnement, donc il faut contextualiser. Comme je vous l'ai dit, je préfère utiliser la nature. Je préfère utiliser la nature. Pourquoi? Parce que je suis amoureux de la nature en fait. Je suis amoureux de la nature. Et je pourrais également dire que c'est l'une des choses qui ont fait aussi que je commence à avoir de l'amour
envers l'anthropologie. Mhm. Parce que j'ai toujours aimé la pharmacopée et la pharmacopée passe par cette nature-là. Oui, vous êtes un naturiste, on va dire un amoureux de la nature. Alors, moi, avant d'entrer dans le fond de quelques textes, j'aimerais savoir au niveau de la mise en forme. Les poèmes sont écrits de façon particulière. Y a-t-il un nom précis? Y a-t-il une description précise pour présenter les 10 poèmes? On voit bien qu'ils se forment de dessins. Je veux dire que ce sont des schémas quelquefois. Ce sont des figurines qui se présentent. Bon, j'avoue que dans ce recueil de poèmes, j'ai fait usage de beaucoup de créativité parce que c'est l'un des caractères que nous voulons inscrire dans l'androïditisme. Nous avons appelé ça le libertisme androïditiste, c'est-à-dire chaque auteur androïditiste doit écrire avec une certaine liberté. Ça veut dire tu ne dois pas être comprimé par ce que nous appelons la dictature poétique. Ce qui a fait que je me suis retrouvé en train de créer ces formes-là. Je me suis dit, pourquoi est-ce que mon ouvrage doit seulement éduquer? Pourquoi pas créer ces formes-là qui feront que qui feront la beauté de ce livre-là. Oui. Et si vous le constatez, il y a une forme qui revient récurremment. C'est ce que nous avons appelé le 1 vers refrain à la ligne, qui est purement du style androïditiste. De 1 vers refrain à la ligne. Ouais. Alors, je pense que ça correspond à apprendre et réussir. Effectivement. Alors, éloigne-toi de la vie facile, de la certitude et du dogmatisme. Apprends et réussis. Toi, leader, dirigeant, écoute ce que dit le peuple. Tu ne connais rien, apprends et réussis. Toi, apprenant, aucune réussite n'est garantie par la tricherie, apprends et réussis. Le meilleur conseil que m'a toujours donné ma mère est de me dire, fiston, apprends et réussis. Alors, ici, il s'agit de façonner la société, il s'agit de stimuler ou d'inciter les gens à apprendre. Effectivement. Oui. Apprendre de chaque chose, de chaque expérience pour pouvoir s'affirmer au sein de la société. Ouais. Il faut d'abord noter que on a pour habitude de dire que le génie n'est génie que lorsqu'il se travaille. Ça veut dire que si tu te contentes du fait que tu es génie, tu comprends facilement des choses et que tu croises les bras, à la longue, ce génie-là va mourir. Du coup, il faut toujours être en perpétuel, il faut toujours faire bouger son cerveau. Oui. Et il faut avouer que lorsqu'on est, cela passe d'abord par, s'il faut parler de l'apprentissage, nous allons passer d'abord par le processus de socialisation. Prenons un enfant qui naît, cet enfant-là naît comme ça, et puis c'est avec l'apprentissage qu'il devient un homme. Oui. Ça veut dire il commence, c'est avec l'apprentissage, c'est le parent qui lui montre par exemple comment marquer les pas, et puis avec le temps cet enfant là commence à pratiquer cela, et puis un jour il commence à marcher. Donc pour que nos sociétés, ou bien pour que les hommes se développent, il va falloir que nous intériorisons en nous l'apprentissage. La vie est essentiellement apprentissage, réapprentissage en permanence, et vous dites d'ailleurs aussi que la vie ne joue pas. Effectivement. Vous ne prenez pas la vie pour un jeu, soit toujours en mouvement. La vie ne joue pas. Vous, élèves qui prenez la délinquance pour solution idoine, la vie ne joue pas. Parents, garde-toi de vociférer sur ta progéniture. Contrôle ton langage. Là, on s'adresse aux parents qui peuvent parfois proférer des paroles injurieuses, dénigrantes vis-à-vis de leurs enfants. Oui, la parole est pouvoir également. Oui, effectivement. Voilà pourquoi je l'ai dit au départ, je suis fier de l'anthropologie. Oui. J'ai appris beaucoup de choses, et j'ai appris que lorsque un parent reste un parent. Lorsqu'un parent sort une certaine parole, oui, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative,
cette parole-là agit sur l'enfant, sur sa progéniture. Parce que le parent a un certain pouvoir surnaturel que peut-être parfois d'autres parents ne le savent pas. Oui. Ils disent des choses et si vous le voyez également, si j'ai bonne mémoire, Ivan Castanou l'avait dit dans son livre Maintenant ça suffit, il faut que ça change. Oui. Il avait dit que le parent qui par exemple dit à son fils que demain, qui dit par exemple à son fils que tu es fou, tu verras qu'avec le temps, ce comportement-là va commencer, cette parole-là va commencer à agir sur cet enfant. Et l'enfant deviendra Et fou. l'enfant va commencer à poser certains actes, même s'il ne devient pas fou, genre comme nous le connaissons, mais il va commencer à poser certains actes qui ne sont pas vraiment rationnels. Mhm. Et donc, il sera taxé de fou ou peut-être d'insensé. Oui. Le poète a pour vocation d'interpeller la société, de sensibiliser sur les réalités du quotidien, peut-être aussi amener du beau à travers des vers, la sonorité, le rythme et le reste. Alors, quel est le message que Stéphane Éric apporte aujourd'hui à travers son texte de poésie? Bon, dans ce recueil de poèmes, ce que j'incite à la société et ce que je voudrais montrer à la société, c'est que nous, la société, pour qu'elle se développe, elle devrait passer par l'homme. Et pour que cela soit fait, il faudrait que l'homme commence par se développer. Oui. Et pour que l'homme se développe, il va falloir qu'il passe par certaines étapes. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'apprentissage. Il faudrait que l'homme apprenne et pour qu'il puisse demain développer sa société. Il faut arrêter de lutter j'avoue aussi. que, Oui. oui, parce que j'avoue que si l'homme n'est pas développé, sa société ne sera pas forcément développée. Donc, il faut transformer l'homme de l'intérieur. Oui, il faut transformer l'homme de l'intérieur afin que celui-ci transforme en retour son extérieur qui est sa société. Nous le voyons, nous le voyons avec Descartes qui avait dit, je vais paraphraser, que l'homme est maître et possesseur de la nature. Ça veut dire que si l'homme est développé, forcément, il va appliquer ce développement-là au milieu de sa nature. Et si cela n'est pas le cas, nous allons également remarquer un certain sous-développement. Alors, moi, je rappelle que le livre, il sera disponible bientôt. Bon, le livre est disponible depuis l'an dernier, le 27 mai 2022, aux éditions Muse. Mais là, j'avoue que ce n'est que la version numérique qui est disponible. Elle est consultable sur des plateformes. Oui, elle est consultable sur des plateformes comme Amazon, il y a FNAC, il y a des sites, bref, des librairies en ligne françaises. Le livre est commercialisé. Pourquoi pas encore au Cameroun? C'est vrai que j'ai pensé aussi à cela, mais le processus de réédition est en cours. Le processus de réédition est en cours parce que je me suis dit, pourquoi écrire pour ma société et aller publier ailleurs? Mais il faut aussi voir les réalités. Pour que nous publions chez nous, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Donc je ne vais pas me mettre là à les citer ou bien, mais il faut noter que beaucoup de paramètres entrent en jeu pour publier chez nous. D'accord. La destinée d'un baobab lion de Stéphane Éric Tolo Zobo. Merci d'être passé à la radio et de nous avoir parlé de votre livre. Ok, c'est moi qui vous remercie énormément, monsieur Jean-Jacques. Le plaisir est partagé. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires.